Bonjour, merci d'être présent à ce Lightning. Donc, Kevin Hero, alors je suis développeur chez Worldline. Je travaille dans une petite équipe et on fait notamment de la fraude, donc pas mal de data, de machine learning. On fait un petit peu d'innovation, donc on touche à pas mal de technologies et aussi des sujets autour de l'authentification. Donc pour cette présentation, en fait, j'ai fait un petit panorama des technologies qu'on utilisait dans l'ensemble de nos projets. Donc on peut se rendre compte rapidement qu'on a pléthore, alors ça va de différents langages, hein. Donc comme je vous l'ai dit, on travaille autour de la data, donc pas mal de Python, avec des versions de Python différentes en fonction des produits que nous utilisons. Donc ça peut aller du un petit peu vieillissant 3.9 à un peu plus récent 3.12. Dans l'équipe, on fait pas mal de Java aussi. Alors suivant les projets qu'on récupère ou qu'on crée de nouveau, on part sur des versions un petit peu différentes. Ça peut aller de... Donc nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir des versions plutôt récentes, de 17 à 21. Et puis aussi, on fait un petit peu de front avec des stacks Angular. Donc, comme vous pouvez le voir, assez rapidement, on se retrouve avec beaucoup de langages de programmation. Et puis, tout ce qui va autour. Hein. Donc, comment l'outillage qui va autour, comment les différents outils. Donc, ça peut être des outils de, pour l'amélioration du code, pour faire le formatage, etc. etc. Donc tout ça, on se rend compte que quand on a un nouvel arrivant dans une équipe, alors ça peut être un nouveau collègue, un stagiaire qui peut venir 1 mois, 3 mois, 6 mois, un alternant, quand il doit installer son poste de travail, ça peut devenir un petit peu compliqué et il peut se retrouver à devoir installer et configurer énormément de choses. Donc on est passé par différentes étapes. Hein. Donc tout ce qui est autour de Java, il y a quelque chose qui est plutôt bien, qui s'appelle SDKman. Donc ça permet d'installer des choses très facilement via une ligne de commande. On peut installer une JDK et l'ensemble des outils de l'écosystème Java, typiquement Maven, Gradle ou d'autres outils. Comme on fait du Python et comme je vous ai dit qu'on avait potentiellement plusieurs versions de Python différents. On a déjà essayé du PyEnv, alors ça permet de switcher assez rapidement sur différentes versions de Python. Après, on a des outils beaucoup plus larges, ASDF, donc lui qui permet de gérer la version de beaucoup d'outils. Et puis on est passé aussi, comme je pense pas mal de monde, on a essayé de faire des DevBox. Donc là encore, bon, ça rajoute des outils, comment packager, comment mettre à jour et comment délivrer l'ensemble de ces DevBox. Nous chez Worldline, on a des PC sous Windows, donc on développe essentiellement sur WSL, hein, qui est le sous-système Linux de Windows. Donc c'est à force de configurer énormément d'outils, de langages, de SDK installés, donc c'est vrai qu'on se retrouve avec des WSL un peu... Moi j'ai illustré via une poubelle, mais bon, c'était un peu pour forcer le trait. Et on se rend compte que c'est quand même pas si évident de distribuer un ensemble de configurations, d'outillage. C'est peu flexible, hein, parce qu'effectivement, si on a besoin de mettre à jour quelque chose, bon, faut que chaque développeur reproduise quelque chose. Donc effectivement, on a aussi des problèmes de reproductibilité. Bien sûr, de mise à jour, parce que on utilise beaucoup d'outils. Effectivement, quand on a une nouvelle mise à jour, un nouvel outil à mettre à jour, la dernière version, là encore, ça peut poser problème. Et puis là aussi, j'ai dit, c'est vrai que nous, on a l'habitude d'intégrer énormément de stagiaires, d'alternants. À chaque fois, on retombe sur cette problématique-là. Comment installer un poste de développeur assez rapidement pour qu'il soit opérationnel. Et puis, c'est pareil dans l'équipe. Alors, majoritairement, on a des Windows, mais il y a des personnes aussi qui ont des Mac, suivant sur quoi ils travaillent. Donc, des fois, il y a un petit peu des choses qui diffèrent. Et, bien sûr, bon, configuration plutôt complexe. Donc peu à peu, il y a quelques mois ou même peut-être même maintenant, on va faire ça va faire un petit peu plus d'1 an. Nous sommes tournés vers ce qu'on appelle les dev conteneurs. Donc là, j'ai mis en lumière deux notions. Alors,
En fait, il y a deux choses qui ont à peu près le même nom, mais qui n'ont pas tout à fait le même scope d'action, on va dire. Donc on peut parler des dev conteneurs. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous avez déjà utilisées. En gros, c'est juste, on prend un Docker, on fait from quelque chose et on va installer l'ensemble de l'outillage dans son conteneur. Donc ça, c'est pas mal. On peut pousser sur un registry. Bon, après, les personnes l'utilisent comme ils peuvent. Et puis, quelque chose qui a à peu près le même nom, qui sont vraiment les dev containers, mais là, c'est un petit peu différent. En fait, alors suite à tout ça, en fait, il y a une spécification qui est sortie, qui est poussée par Microsoft, et elle, en gros, elle vise à uniformiser et à simplifier la création de ces dev conteneurs, mais pas que. Donc en fait, cette spécification va, comme son nom l'indique, spécifier le contenu d'un seul fichier qui s'appelle le dev container JSON, que vous allez pouvoir positionner dans l'ensemble de vos projets. Bon, après, il y a d'autres possibilités, mais le plus simple, c'est de positionner ce fichier à l'intérieur de vos projets. Et puis, comme toute bonne spec qui se respecte, comme on pourrait dire, il y a une implémentation de référence sous forme d'un package NPM. Donc ça, le NPM, on ne l'utilise pas forcément, sachant que c'est directement intégré à votre outil de développement. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour commencer? Alors, on a besoin que de 3 choses. Un environnement, un IDE, donc VS Code. Une extension VS Code qui s'appelle tout simplement DevContainer, qui est d'ailleurs, il me semble, installé dès le départ. Et puis un système de conteneurisation. Donc bon, le plus courant, on va dire que c'est Docker. Et en fait, on peut utiliser Podman aussi. Et puis à partir de là, on peut commencer à développer et à éditer ce fameux fichier DevContainer. Donc très simple. Bon après, on aura une petite démo, mais comme très simple. Il suffit d'ouvrir, en gros, vous êtes dans votre VS Code, vous ouvrez votre prompt de commande VS Code, et puis à partir de là, vous pouvez interagir avec toute la configuration des dev conteneurs. Donc on va dire l'avantage d'utiliser VS Code dans ce cas-là, en tout cas, c'est que cette partie-là est extrêmement bien intégrée à l'IDE. Donc une fois qu'on a créé, qu'on a commencé à éditer ce fichier, en fait on se retrouve dans les projets que l'on souhaite, on va dire, utiliser un dev conteneur avec un répertoire .dev conteneur, à l'intérieur un dev conteneur.json, qu'on verra juste après. Donc à quoi ressemble un conteneur, un dev conteneur.json? Donc en fait on a là j'ai mis quelques clés, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais ça c'est les clés principales qu'on utilise, on va dire, au quotidien. Donc on va donner un nom à ce dev conteneur, donc là c'est juste un nom qui va être affiché dans l'IDE, donc très arbitraire. Et la partie la plus intéressante, on va dire que ça va être le duo clé image et clé future. Donc dans la clé image, vous avez plusieurs possibilités, on a pas mal de possibilités. Soit on va se baser sur des images de base, fournies la plupart du temps par Microsoft. Alors eux, on va dire qu'ils, j'ai perdu mon mot, mais en gros, ils vont proposer 3 images de base, une type Alpine, une type Ubuntu et une type Debian. Donc à partir de là, on va pouvoir construire notre conteneur de développement. Alors, autre possibilité, Microsoft toujours va fournir un ensemble de bases un peu plus complètes. En gros, ils vont fournir toutes les images à base de langage. Donc, on va avoir des Debian TypeScript, des Debian Java, des Debian C++. Autre possibilité, si vous ne voulez pas forcément utiliser les images de base comme ça, vous pouvez fournir un Dockerfile. Donc, dans votre répertoire .devcontainer, en fait, vous allez mettre un Dockerfile, vous allez configurer le fait de pointer sur ce Dockerfile, et puis quand vous allez lancer votre IDE, en fait, ça va builder ce Dockerfile et vous allez pouvoir l'utiliser. Autre possibilité encore, fournir un Docker Compose. Donc là, en fait, on peut, en gros, démarrer toute une stack. Classiquement, vous avez un dev conteneur, une base de données et potentiellement une base de données orientée mémoire type Redis. Donc, quand vous démarrez en fait votre conteneur, tout démarre. Autre
Autre chose intéressante, c'est ce qu'on appelle toutes les futures. Donc ça, il faut voir comme des petits morceaux de configuration. En fait, l'idée, c'est d'assembler des choses existantes pour faire un dev conteneur qui vous est propre. Donc on verra juste tout à l'heure ce qu'on peut faire. Après, une autre possibilité, vous avez la main sur tout le cycle de vie de build du dev conteneur. Donc en fait, vous pouvez, bon là j'ai mis une commande, mais il y en a 4 ou 5, via par exemple un postcreate commande, vous fournissez une commande ou un fichier SH, et en fait ça va exécuter l'ensemble des commandes de ce fichier. Une autre clé qui va être le fait de pouvoir exposer les ports à l'extérieur de dev conteneur. Bah, imaginez vous avez une API, vous voulez la tester en dehors du dev conteneur, vous pouvez faire des redirections de ports. Et l'autre partie intéressante, ça va être la customisation. Donc j'ai parlé de VS Code, mais il faut savoir que dev conteneur aujourd'hui va être présent sur plusieurs IDE. Bon, les 3 premiers appartenant à Microsoft, il n'y avait pas trop de suspense, mais aussi aujourd'hui JetBrains dans IntelliJ, alors je crois qu'il faut que ça soit la corporate, intègre les dev conteneurs. Ouais. Je vais juste vous faire voir un petit peu comment ça se traduit un peu plus. Bon, j'avais prévu forcément VS Code est mort. Donc là, c'est juste un petit projet. Un projet Java, un projet Quarkus. En fait, vous arrivez, vous êtes effectivement dans votre VS Code comme vous pouvez connaître. J'ai dit effectivement, alors il y a toute une intégration. Là, on peut faire un new dev conteneur depuis l'interface, on fait des suivants. Ouais, je veux bien le faire, mais en fait, le petit souci de ça, c'est que c'est pas mal pour débuter, mais ça ne regroupe pas forcément l'ensemble des options fournies par dev conteneur. Donc effectivement, on peut faire comme ça, on clique. En gros, là, j'ai suivi Java, je dis laquelle version de Java je veux. Je peux installer déjà des choses directement dans mon dev conteneur via l'interface. Mais c'est assez limité parce que ça ne propose pas l'ensemble des configurations. Donc c'est très bien, par exemple, si on ne connaît pas, on peut au moins débuter par ça. Ça permet de construire un dev conteneur.json directement. Donc en fait, là, j'ai mon dev conteneur. On va dire que je suis connecté à mon WSL. Et puis après, effectivement, c'est très bien intégré. Donc je peux faire un reopen directement in conteneur. Bon, après, je fais peut-être quelque chose un peu plus. J'avais préparé avant parce qu'en fait, comme c'est en plus du Java, ça met 3 secondes à un peu plus longtemps à se lancer. Donc là, on voit que tout se lance. Bon, ça fait une espèce de switch. Et là, on peut voir que ça démarre le dev conteneur. Et pendant ce temps-là, je peux vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai fait comme configuration. Alors, comme on peut mixer pas mal de configurations, je vais grossir un peu, comme on peut mixer beaucoup de choses. C'est un choix, après, ça permet de... On peut faire d'autres choses. Donc en gros, ce que je disais, le name, c'est juste le nom que vous retrouvez là, en bas, pour savoir exactement dans quel dev conteneur vous êtes. Je suis parti d'une image de base, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire. Il y a des images, comme je vous disais, de Java. Et ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est toute cette partie future là. En gros, je passe d'une image de base et peu à peu, je rajoute des fonctionnalités. Donc dans mon cas, moi je fais du Quarkus. Voilà, c'est vraiment un cas d'exemple. On fait jamais du Quarkus natif chez nous, mais potentiellement j'aurais besoin de GraalVM pour pouvoir builder mon Quarkus en natif. Donc moi j'utilise une feature Java qui propose un ensemble de clés. Alors j'en ai mis quelques-unes. Ça propose ici d'installer Gradle, Ant, Groovy. Donc il suffit de mettre la version, etc. Et avec ces quelques clés, en gros, à partir de votre image de base, ça va l'installer via SDKman d'ailleurs. Ça va installer la distribution GraalVM en version 21. Donc dans la version Java, en fait, il y a un ensemble de clés. Par contre, je ne peux pas installer autre chose.
Donc ce que je fais, c'est que je prends une nouvelle feature de type SDKman, mais du coup j'aurais pu avoir plusieurs SDKman pour pouvoir installer mon GraalVM, par exemple. Et là, je viens installer tout simplement ma Quarkus en ligne de commande avec la version qui va bien, quoi. Comme je dis, alors le post-create, hein, tout simplement un fichier SH, le forward de port 8080 pour pouvoir en gros interagir avec mon API depuis l'extérieur. D'autres choses intéressantes, alors il faut savoir que dès qu'on fait un dev conteneur, il y a plusieurs choses qui sont partagées, montées. Par défaut, il y a tout le code où vous avez démarré votre dev conteneur et vous avez un autre fichier, le git config. Donc en gros, ça permet d'avoir toute votre configuration git directement dans le dev conteneur. Mais rien ne vous empêche après d'avoir des points de montage autres externes, typiquement par exemple notre repo Maven pour pouvoir le partager. Et la chose très intéressante aussi, c'est non pas, comme j'ai dit, ça permet de configurer la création d'un dev conteneur, mais ça permet aussi de configurer l'écosystème, en fait, votre IDE complet. Donc la partie customisation, en fait, faut voir ça comme ça, c'est dans la spécification, mais c'est à chaque IDE qui va implémenter la spec dev conteneur de faire, typiquement on a VS Code, mais si on était dans JetBrains, il y a aussi la clé JetBrains. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on va installer toutes les extensions VS Code dont on a besoin. Donc bon, là j'ai mis 3 bricoles, mais on peut imaginer beaucoup de choses. Et aussi, on peut aller configurer directement notre VS Code via la clé settings. Donc ça revient à faire un settings.json, mais sauf que là, il est directement en gros dans le fichier devcontainer.json. Ouais, j'ai fini. Bon, j'avais juste une conclusion, mais c'était juste pour dire que c'était bien, donc c'était pas forcément. En fait, c'était juste le même truc, mais sauf que effectivement, beaucoup plus facile à distribuer, flexible, mise à jour. Il y a juste besoin de changer et de repousser sur Git. Intégration, effectivement, la personne qui fait du Java chez nous lance juste le dev conteneur. Sécurité, bon, c'est juste parce que c'est dans un conteneur Docker, donc on fait, on a le sandboxing, et puis voilà, on est moins lié, on va dire, on est moins lié à l'OS et la configuration est relativement simple. Et voilà.